Bonjour, c'est Ronan Coquelin-Lyon et vous écoutez C'est à savoir, le podcast qui décrypte l'actualité. La présidence de Donald Trump, par ses ruptures et son style, permet d'interroger plus largement le devenir de la démocratie, du droit et de l'ordre international. Mais que nous dit la philosophie sur le monde instable dans lequel nous vivons aujourd'hui ? Rencontre avec Céline Spector, elle est professeure de philosophie politique et elle nous donne quelques clés pour mieux comprendre les récents événements. La philosophie me semble l'un des angles les plus féconds pour comprendre la politique internationale. Alors notamment parce qu'elle permet de dépasser les conditions purement stratégiques et les analyses purement historiques en théorisant ce que j'appellerais les conditions de légitimité du pouvoir politique ou de l'exercice de la puissance. Trump, on l'a vu, gouverne par provocation, transgression, domination symbolique. Est-ce qu'on peut lire la pratique de son pouvoir comme une mise en scène parfois caricaturale de certaines intuitions nietzschéennes? Pas facile à dire, de Nietzsche. Oui, alors c'est vrai que là aussi, on aurait une version un peu vulgarisée de Nietzsche qui mettrait en scène une sorte de surhomme affirmant sa volonté de puissance de manière désinhibée, acceptant l'affirmation de soi sans se laisser entraver par un carcan moral qui serait au fond un vieux vestige judéo-chrétien qui n'aurait pas lieu d'être, enfin qui serait au fond une mystification. Je crois que ça serait une vision extrêmement, là aussi, déformée, évidemment, de Nietzsche. Alors, cette déformation de Nietzsche, elle a eu lieu historiquement à travers, alors on pourrait rentrer dans l'histoire, la déformation du manuscrit de la volonté de puissance, notamment par la sœur de Nietzsche, qui a évidemment rencontré un succès certain au sein du régime nazi. Donc, évidemment, cette déformation, elle existe, mais elle n'est pas conforme, bien sûr, à la théorie nietzschéenne stricto sensu. Il me semble en particulier que Trump, c'est plutôt, on pourrait dire, la version bouffonne, caricaturale, théâtralisée, dans le monde du spectacle. Je veux dire, c'est Nietzsche selon Debord, dans la société du spectacle, c'est-à-dire une sorte de théâtralisation de la puissance plutôt qu'une véritable transvaluation des valeurs que Nietzsche imaginait. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire en un sens que comme Milley détruit les valeurs, les principes progressistes à la tronçonneuse, Trump les détruit à coups de marteau. C'était aussi une image nietzschéenne, cette idée qu'on casse l'ordre mondial, on casse l'ONU, on casse éventuellement l'OTAN à coups de marteau. Bon, l'OTAN, ce n'est pas encore tout à fait fait, mais cette manière de vouloir absolument détruire ce qui est les faits quand même de l'ordre international constitué au sein de l'ONU, du droit international depuis 1945, ça relève plutôt pour moi d'une performance grotesque avec un certain succès médiatique qui effectivement capture l'attention du monde que d'un véritable nietzschéisme. Je ne crois pas qu'on puisse y lire une ambition philosophique. Assiste-t-on avec Trump à un déplacement de la politique du registre de la vérité vers celui du récit mobilisateur ? Alors, il est certain que, et on le disait déjà lors de son premier mandat, on est rentré de son point de vue, en tout cas du point de vue de ce qu'il prône et met en œuvre, dans l'ère de la post-vérité. Et c'est certain que de la même manière que les États totalitaires du XXe siècle ont pratiqué de manière massive la propagande, la réécriture de l'histoire, la mise en scène d'un grand récit idéologique dont il se prétendait porteur, de même, Trump réécrit l'histoire, met en scène une vérité alternative, utilise les médias et les réseaux sociaux de manière à dire un récit qui est le sien et qui porte, alors soi-disant la grandeur de l'Amérique et plus vraisemblablement sa propre grandeur telle qu'il souhaite la mettre en scène. Alors, je pense que ce que Hannah Arendt avait bien analysé déjà dans ses textes des années 50-60, c'est que la vérité politique est quelque chose de très fragile, elle n'est jamais protégée par elle-même et elle devient particulièrement vulnérable quand le mensonge cesse d'être ponctuel et se transforme en un récit cohérent et totalisant. Et là, je crois qu'on est confronté, non seulement chez Vladimir Poutine, non seulement chez Xi Jinping, non seulement chez Modi, c'est vrai qu'on a beaucoup de réécriture de l'histoire, chez Erdogan aussi, tous ces grands dictateurs, finalement,
réécrivent l'histoire. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que ce qui était quand même une démocratie attachée à l'intégrité des médias, avec un quatrième pouvoir qui était extrêmement puissant, bascule lui aussi dans ces récits alternatifs, dans cette volonté, alors soit d'exclure certains médias de la Maison-Blanche ou du Pentagone, soit de se fonder sur des podcasteurs, des influenceurs, des réseaux sociaux qui sont totalement à la solde du pouvoir. Bon, évidemment, dans ce cas, la vérité est niée, elle est rendue politiquement insignifiante et un certain nombre voilà, d'électeurs, de militants, de sympathisants sont complètement happés par ce récit qui, à certains égards, flatte leurs passions, leurs émotions et les galvanise, hein, leur donne un sentiment de puissance. D'un point de vue philo, une démocratie peut-elle survivre sans vérité partagée, sans limite institutionnelle et sans un idéal commun? Alors, bon, c'est une question vraiment fondamentale à mes yeux et je pense que d'un point de vue philosophique, c'est clair que la démocratie, ça n'est pas seulement un régime politique qui est fondé sur des élections, qui est fondé sur la règle de majorité et le suffrage universel. La démocratie, c'est pas seulement un ensemble de procédures, c'est un mode de vie, c'est une culture politique et à ce titre, hein, c'est ce que Montesquieu appelait aussi un ethos, hein, c'est-à-dire en fait, on pourrait dire un ensemble de mœurs qui soutiennent les lois et qui soutiennent les institutions. Et sans ces mœurs, sans cette culture politique, en fait, la démocratie s'effondre, devient une coquille vide. Alors, je parle bien ici de la démocratie représentative, hein, qui est la nôtre. Alors, de ce point de vue, cette démocratie, elle a un certain nombre de conditions de possibilité qui sont aujourd'hui menacées. D'une part, précisément, une sphère publique active avec un service public des médias, avec un pluralisme réel des médias, une forme d'indépendance des médias qui permet justement de défendre une conception digne de ce nom de l'information. Ça, c'est un premier point qui est très fragilisé aujourd'hui. La deuxième condition pour qu'une démocratie fonctionne, elle est plus institutionnelle, c'est l'existence de contre-pouvoirs, hein, de limitation du pouvoir. Ce que disait Montesquieu, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. On ne peut pas compter sur la vertu des gouvernants. On ne peut pas compter sur leur moralité personnelle, hein. C'est ce que disait Trump, hein, ma seule limite, c'est ma morale. Ben, dans ce cas, il n'y a plus de limite du tout, hein, et évidemment, comme disait Montesquieu, tout homme qui a du pouvoir tente à en abuser, même en démocratie, hein. Donc voilà, il faut des limites, il faut des contre-pouvoirs, et pas seulement de manière formelle, mais avec des forces sociales et politiques qui soutiennent ces contre-pouvoirs. Ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, c'est que si le parti républicain devient totalement servile à la solde du président, en fait, les contre-pouvoirs, théoriquement dans le Congrès ou même dans la Cour suprême, finalement sont inactifs, ils sont vidés de l'intérieur. Et donc, en ce sens, ils ne peuvent plus fonctionner. Et troisièmement, la démocratie, pour persister dans l'être, a besoin d'idéaux qu'elle maintient au-dessus du monde obscur, de l'affrontement des passions et des rapports de force. Et ces idéaux, c'est notamment des idéaux de liberté politique, d'égalité, de dignité, et depuis quelque temps, du point de vue international, de défense du droit par rapport au système pur des rapports de force et de puissance. Sans cela, la démocratie s'effondre et on assiste aujourd'hui, alors jusqu'où cela ira, nous ne le savons pas encore, à l'effondrement de la démocratie américaine à un degré qu'on n'aurait jamais anticipé il y a même quelques années. Donc voilà, il me semble que on a là des ressorts puissants, hein, comme disait Montesquieu, des principes qui doivent animer la vie démocratique, sans laquelle la coquille des institutions, des checks and balances, comme disaient les pères fondateurs américains, s'effondre. Mmh. Là, on a vraiment la sensation que le président américain rompt avec, l'idée que les États-Unis seraient garants des droits humains, défenseurs d'un ordre moral mondial? Bah oui, absolument, hein, là, on est vraiment dans le sorte de moment de vérité, hein. C'est-à-dire que, les États-Unis ont totalement, renoncé à défendre ce qu'ils avaient eux-mêmes défendus, mis en place, depuis Wilson, hein, depuis, 1917, depuis, l'affirmation du droit des peuples à se gouverner eux-mêmes, depuis 1945 et la mise en place de la charte de l'ONU. Enfin voilà, les États-Unis ont été, alors avec bien sûr de nombreux écarts, de nombreuses hypocrisies, de nombreux faux semblants et une politique impérialiste parfois aussi désinhibée, hein, qu'il ne s'agit pas du tout de nier, mais ils ont été quand même les promoteurs d'un ordre international dont on a longtemps dit qu'il était à leur avantage. Et donc le discours qu'on entendait à la fois chez les critiques de l'impérialisme américain
chez les partisans d'un modèle plus autoritaire, parfois russe ou chinois, c'est qu'en réalité, les droits de l'homme étaient les droits de l'Europe ou les droits de l'Occident, que c'était le cheval de Troie de l'impérialisme américain, que les institutions internationales n'étaient au fond qu'une manière pour les États-Unis ou l'Occident d'affirmer leur puissance. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on les regrette, ces institutions, parce qu'on voit bien qu'elles risquent de s'effondrer, en tout cas qu'elles sont fragilisées et qu'elles défendaient un ordre international qui était fondé sur des principes fondamentaux comme le respect de la souveraineté et de l'intégrité nationale des États-nations, comme effectivement le fait que la guerre était considérée comme illégitime, la guerre d'agression. Voilà, des choses absolument essentielles. Et donc on voit que tout ce que le XVIIIe siècle avait théorisé sous le nom de conditions de la paix perpétuelle, en particulier depuis Kant, tout cet ordre des institutions qui permet de passer de l'état de nature anarchique entre les puissances à un état structuré par le droit est en train de vaciller, de se fragiliser et risque véritablement de se dissoudre. Et donc on voit bien que les États-Unis ont un rôle absolument décisif dans cette mise à bas de l'ordre juridique international. Est-ce qu'au fond, on assiste à une transformation durable de la politique internationale ou bien c'est juste une parenthèse liée à une figure politique très singulière de Donald Trump? La réponse à cette question est un peu difficile, car en réalité, il y a quand même, disons, un certain nombre d'incertitudes qui planent encore sur, disons, notre interprétation des relations internationales. La première incertitude, elle tient effectivement au devenir de la démocratie américaine, au poids de Trump et du Trumpisme au sein de la démocratie américaine. Est-ce que le Trumpisme va survivre à Trump? Est-ce que, par exemple, voilà, la relève qui pourrait être prise par J.D. Vance, qui est un idéologue voilà, qui lui aussi souhaite la mise à bas de ces institutions internationales, qui a affirmé sa haine de l'Europe, considérée comme un parasite. Est-ce que effectivement, il y aura une continuité suffisamment longue de cette politique, Trump-Vance, pour que ces institutions internationales soient totalement mises à mal? Ça serait l'hypothèse du scénario du pire, avec peut-être une guerre mondiale à la clé, qui effectivement signerait l'effondrement absolu à la fois des politiques climatiques, évidemment, et écologiques, qui étaient essentielles, et de l'ordre politique et juridique international. L'hypothèse un peu plus optimiste, sur laquelle on peut encore un peu miser peut-être, ça serait l'hypothèse selon laquelle les contre-pouvoirs aux États-Unis se réveillent à la suite notamment, disons, d'erreurs majeures commises par le président et ses alliés, et notamment, par exemple, la mort de cette citoyenne américaine peut être considérée comme un possible point de bascule, le recul sur la question du Groenland, c'est-à-dire la volonté sans doute de certains autour du président Trump de ne pas mettre à bas l'OTAN complètement, peut être considéré comme un signe, alors avec toute la prudence qui s'impose, que la ligne la plus dure des faucons ne l'emporte pas dans l'immédiat. Tout dépend à mes yeux surtout, et c'est là que ça rejoint vraiment des sujets qui me sont chers, de la réaction européenne. C'est-à-dire de la capacité ou non des États membres de l'Union européenne d'accepter une fédéralisation accrue ou au moins une intégration accrue de l'Union européenne et la mise en place de dispositifs de sécurité collective, d'une architecture de sécurité suffisamment puissante, sachant qu'à mes yeux, la constitution d'une défense européenne solide suppose une intégration politique accrue. On ne peut pas imaginer de défense commune sans stratégie politique et diplomatique commune, avec une véritable politique d'affaires étrangères vraiment cohérente, et donc une intégration accrue, c'est-à-dire par exemple un vote plus systématique à la majorité qualifiée au Conseil européen. Voilà, donc c'est ce processus qui, à mes yeux, est celui de ce que j'ai appelé dans mon livre Nos démos, Souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe, qui vient de reparaître en poche, la République fédérative, un concept issu de Montesquieu, qui essayait de penser l'association des démocraties, une association libre des démocraties, face à l'agression possible des empires. Et à mes yeux, c'est seulement si l'Europe
parvient véritablement à se constituer comme une république fédérative, puissante, avec une véritable défense, capable de faire front, que l'ordre international ne sera pas complètement anéanti. Merci Céline Spector, professeure de philosophie politique. Et je rappelle que vous êtes également l'autrice de Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe, un livre à retrouver aux éditions du Seuil.